Anvers, XVIIe siècle. Deux artistes font rayonner la peinture flamande dans toute l'Europe. La postérité les présentera tous les deux comme des géants de l'art baroque, exerçant leur génie dans l'une des villes les plus prospères du continent à l'époque. Le premier, c'est Pierre-Paul Rubens. À la fois peintre et diplomate, il a travaillé pour plusieurs souverains étrangers, de Philippe d'Espagne à Marie de Médicis. Le second, c'est Jan Bruegel l'Ancien, membre d'une grande dynastie de peintres, aussi appelé Bruegel de velours pour la délicatesse légendaire de son coup de pinceau. Ces deux artistes étaient contemporains l'un de l'autre, et chacun dirigeait à Anvers un atelier qui comptait de nombreux assistants. Ils étaient donc à la fois peintres et patrons de PME en quelque sorte. Et surtout, ils se partageaient le même marché. Ils étaient donc de fait concurrents. Et forcément, ils auraient pu passer leur temps à se tirer dans les pattes, à essayer de se voler des clients. Mais Rubens et Bruegel ont dépassé ça. Et j'en veux pour preuve ce tableau. Adam et Ève au Jardin d'Éden. La scène est classique de l'art religieux, et le style est caractéristique de la peinture baroque avec une profusion de détails et d'effets de couleurs et de lumière. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux signatures en bas de ce tableau. À gauche, celle de Rubens, à droite, celle de Bruegel, parce que Rubens est l'auteur des personnages principaux, Adam et Ève, tandis que Bruegel s'est occupé du décor, les plantes et les animaux. Alors bien sûr, ils ne se sont pas distribués ces tâches à pile ou face, mais parce que Rubens était un maître incontesté de la représentation du corps humain, et Bruegel était un spécialiste de la faune et de la flore. Ils se sont donc partagés les rôles en fonction de leurs talents respectifs. Autrement dit, au lieu de se considérer comme rivaux et de travailler l'un contre l'autre, ils ont compris qu'ils avaient des champs d'expertise différents et qu'ils pouvaient donc travailler ensemble, en synergie, pour produire des œuvres que ni l'un ni l'autre ne pourraient réaliser seuls. Et chacun a eu l'humilité d'admettre que s'il était meilleur sur certains aspects, l'autre le surpassait sur d'autres. Cette coopération a d'ailleurs été si harmonieuse que Rubens et Bruegel ont co-signé une vingtaine de tableaux. Et Rubens a aussi collaboré sur le même mode avec d'autres peintres, comme Snyders, spécialiste de la nature morte, ou Wildens, spécialiste du paysage. La magie de ce schéma de collaboration, c'est que chacun est sollicité pour ce qu'il fait de mieux. Chacun sait qu'il apporte quelque chose qu'il est seul à pouvoir apporter, donc il est valorisé dans son ego et tire une fierté personnelle de sa contribution au travail collectif. Alors quand on veut bâtir une relation de coopération saine et efficace, ou quand on essaye de créer au sein d'une équipe une atmosphère à la fois de respect mutuel et de valorisation individuelle, la meilleure stratégie, c'est sans doute de fuir la compétition pour chercher la complémentarité. Et pour ça, il faut identifier en quoi chacun est bon, dans quel type de tâche chacun excelle et s'épanouit. Une fois qu'on a ces données en main, alors il s'agit de distribuer les rôles pour que chaque collaborateur ait l'impression d'être la bonne personne, au bon endroit, pour le bon job. Je suis certain qu'il y a autour de vous plein de Rubens et de Bruegel très talentueux qui ne demandent pas mieux que de travailler ensemble.